Une main gantée arrache un panneau et l'alarme du coffre reste muette. Restez jusqu'au bout. Vous verrez comment un coffre réputé imprenable est vidé sans explosion. Dans la chambre blindée, les casiers s'ouvrent un par un, comme si quelqu'un possédait le plan secret. Au matin, à Anvers, les diamantaires découvrent un silence plus effrayant qu'une sirène. Premier indice troublant, la porte du coffre n'a pas été défoncée. Les voleurs n'ont pas attaqué la force du coffre, ils ont attaqué sa confiance. Mais ce que personne ne comprend encore, c'est qu'ils sont entrés bien avant cette nuit. L'homme au centre de l'histoire s'appelle Leonardo Notarbartolo. À Anvers, il se présente comme négociant en diamants, calme, poli, parfaitement crédible. Il loue un bureau dans le bâtiment même où dort le coffre. Pendant des mois, il observe les routines, les badges, les portes et les angles morts. Il ne vient pas seul. La presse parlera bientôt de l'école de Turin. Leur surnom semble sorti d'un polar. Le génie, le monstre, le roi des clés. Et l'un d'eux porte un surnom qui deviendra fatal, Speedy. Le bâtiment visé se trouve au cœur d'un quartier surveillé comme une forteresse commerciale. Ici, les transactions se font derrière des vitres épaisses et des regards méfiants. Le coffre du Diamond Center repose en sous-sol, derrière une porte massive. Il est protégé par serrures, capteurs, détecteurs, caméras et procédures humaines. Sur le papier, chaque intrusion doit déclencher une cascade d'alerte. Pourtant, les voleurs étudient chaque défense comme une serrure parmi d'autres. Leur avantage n'est pas la brutalité, c'est le temps. Mais une défense du coffre exige quelque chose d'impossible, connaître la combinaison. Selon l'enquête, le groupe aurait filmé discrètement ce que les employés pensaient en cacher. Un simple geste quotidien devient alors une clé invisible. Ils doivent aussi tromper un capteur de lumière, capable de voir l'ouverture de la porte. La solution rapportée paraît presque absurde, contrôler l'obscurité elle-même. Mais un autre piège attend, le champ magnétique de la porte. Si les deux parties se séparent mal, l'alarme hurle. Alors les voleurs préparent des aimants pour mentir à la machine. Chaque obstacle tombe sans bruit, mais le moindre tremblement peut tout perdre. Le week-end du casse, le quartier ralentit et la fenêtre s'ouvre. Le 15 février 2003, Notarbartolo est vu dans le bâtiment. Il dispose d'un accès légitime, et c'est précisément ce qui le rend invisible. La nuit venue, les complices descendent vers la chambre forte. Aucune charge explosive, aucun marteau-piqueur, seulement des gestes répétés pendant des mois. Et dans ce silence, la première serrure cède. La combinaison suit, comme si le coffre reconnaissait ses propres gardiens. Puis la porte massive bouge, sans réveiller la ville au-dessus. Derrière, des rangées de coffres privés attendent, chacun avec son secret. Les voleurs ne peuvent pas tout emporter. Ils choisissent vite, méthodiquement. Diamants, bijoux, documents. Le butin disparaît dans des sacs ordinaires. À l'aube, la chambre forte ressemble à un thorax ouvert. Les employés arrivent, puis s'arrêtent net devant l'impossible. La presse belge filme les façades, les policiers et les diamantaires abasourdis. Très vite, le casse devient une humiliation mondiale pour la sécurité privée. Les enquêteurs comprennent que les voleurs connaissaient le bâtiment de l'intérieur. Ils suivent les accès, les locations de bureaux, les habitudes et les faux-semblants. Le nom de Notarbartolo remonte, mais il manque encore le lien décisif. Ce lien n'est pas dans le coffre, il pourrit au bord d'une route. Après le casse, des déchets liés aux voleurs sont abandonnés hors de la ville. À l'intérieur, les policiers trouvent des traces qui n'auraient jamais dû voyager ensemble. Des papiers liés au Diamond Center côtoient des restes de repas. L'enquête exploite alors l'ADN et les indices matériels retrouvés dans ces déchets. Le casse parfait commence à se fissurer par une poubelle. Notarbartolo est arrêté, puis jugé en Belgique. Devant la justice, il nie avoir organisé seul le vol. Plus tard, il affirme que le casse cachait une manipulation autour d'assurance. Cette version reste controversée et les enquêteurs ne l'acceptent pas comme vérité établie. Une grande partie du butin, elle, ne réapparaît pas. C'est là que l'histoire devient plus dérangeante qu'un simple vol. Le coffre n'a pas été vaincu par une bombe, mais par la patience. Les alarmes n'ont été contournées parce que des hommes ont pensé comme elles.
Le bâtiment avait des murs épais, mais ses habitudes étaient fragiles. Et l'erreur qui a percé le mystère n'était pas technique, mais humaine. Speedy aurait voulu se débarrasser trop vite de preuves trop compromettantes. Dans un casque millimétré, c'est la panique qui signe le passage. Aujourd'hui encore, le casque d'Anvers fascine parce qu'il inverse la peur. Ce ne sont pas les voleurs qui ont crié, c'est le coffre qui s'est tu. Et cette nuit-là, à Anvers, l'imprenable n'a pas été brisé, il a été compris.